Bonjour à tous et bienvenue dans Au Sud. Aujourd'hui, je vous emmène à Nîmes, la Rome française. Ici, on trouve les monuments romains les mieux conservés au monde, comme ces arènes qui datent d'il y a 2000 ans et où se déroulaient les combats de gladiateurs. Au programme de cette émission, il y aura du sport évidemment, et ce sera complètement insolite. Est-ce que vous voyez ce que je porte? C'est un jean de Nîmes. Oui, car Nîmes a joué un rôle important dans la culture du jean dans le monde. Et pour vous le prouver, on ira visiter les ateliers où on en fabrique encore. Mais avant, faisons un saut dans le temps. Je vous emmène en pleine période gallo-romaine pour bien comprendre les origines de Nîmes. C'est parti! Pour bien comprendre les origines de cette ville, j'ai rendez-vous avec Éric Tessier. Il est historien et spécialiste de l'Antiquité. Comme beaucoup de Nîmois, il est passionné par cette période et donc il y a 8 ans, il a lancé un spectacle qui s'appelle les Grands Jeux romains. Ça se joue tous les ans et chaque année, il y a des dizaines de milliers de spectateurs qui viennent. La première étape de mon voyage à Nîmes est ici, au Jardin de la Fontaine. Aujourd'hui, c'est un parc ouvert au public, il est classé monument historique, mais à l'origine, c'était un sanctuaire gaulois puis romain. On y va? Ah, Éric. Bonjour, ça va? Bonjour Émilie, ça va très bien. Bon alors, tu m'as donné rendez-vous ici parce que finalement, c'est là que tout a commencé pour Nîmes. Tout a commencé, c'est le berceau, on peut dire, de Nîmes. Il faut imaginer, on est 25 siècles en arrière, ça fait longtemps, 2500 ans. C'est à l'époque, même avant les Gaulois, où déjà les hommes ont commencé à remarquer cette source qui coule toute l'année dans un pays aride et ont commencé à la vénérer. Et après, les Gaulois sont arrivés, ils s'appellent les Volques arécomiques ici. Ils ont constitué donc ce premier sanctuaire où il n'y avait pas grand-chose, hein, c'est un sanctuaire naturel, et où ils ont commencé à vénérer un dieu qu'ils ont appelé Nemos. Quand est-ce que les Romains se sont emparés de ce sanctuaire? Justement, quand on parle de Romains et de Gaulois, on s'imagine confrontation, hein, c'est vers Saint-Gétorix, Astérix. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça, justement. On ne peut pas dire qu'ils se sont emparés, ils se sont finalement acclimatés, ils se sont mêlés. On peut dire que c'est vraiment une ville gallo-romaine, parce qu'ils n'ont pas du tout détruit le sanctuaire gaulois, au contraire. Ils l'ont vénéré, ils l'ont associé à leur propre dieu. Ils ont même romanisé le nom. Nemos est devenu Nemosus. Donc c'est vraiment un lieu symbolique d'une alliance entre les Gaulois et les Romains pour faire une ville gallo-romaine, Augusta Nemosus, donc l'origine, l'ancêtre de la Nîmes actuelle. Qu'est-ce qui reste de l'époque romaine? Ce monument par exemple? Oui, ce monument, c'est le dernier monument en élévation qui reste d'un sanctuaire où il y avait un peu de tout, quoi, des salles de sport, un théâtre, des colonnades. Comment est-ce qu'on l'appelle ce monument? On l'appelle le temple de Diane. Mais on est revenu sur cette idée-là parce que ça ne ressemble pas du tout à un temple antique. Alors on a pu penser que c'était une bibliothèque justement dans ces grands cadres-là. On imaginait des étagères avec les livres. Mais là aussi, ça ne va pas trop, c'est fragile les livres de l'époque. C'est humide, on est près d'une source. On pense maintenant, et probablement on est près de la vérité, que c'est une salle d'incubation. C'est-à-dire? Une salle d'incubation, c'est un endroit où on rêve. C'est-à-dire que les pèlerins viennent très nombreux pour vénérer les dieux de ce sanctuaire. Ils vont dormir ici et le lendemain, ils vont raconter leurs rêves à un prêtre spécialisé dans l'interprétation des rêves, c'est un peu un psy finalement de l'époque. Oui. Et on va accorder beaucoup de crédit à cette interprétation parce que quand on rêve, c'est les dieux qui nous parlent. Donc c'est un peu une invitation à la rêverie, quoi, ce lieu. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces jardins après la période gallo-romaine? Le sanctuaire a été complètement oublié pendant tout le Moyen-Âge. Il a été abandonné. Oui, la nature a repris ses droits, c'est-à-dire qu'on a récupéré ce qu'on pouvait récupérer, puis après, ça a disparu. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on va s'apercevoir qu'il y avait là, justement, un sanctuaire antique. Et comme les Nîmois sont déjà à cette époque-là attachés à leur patrimoine, on se dit, il faut le conserver. Donc on a redonné au lieu l'apparence à peu près qu'il avait dans l'Antiquité. On a rajouté un peu des choses, des balustrades, des statues. Mais on a vraiment là fait le premier jardin public d'Europe.
Et c'est toujours donc un très très beau jardin. Ah, la fameuse Tourmagne. Et ouais. Bon alors parle-moi un peu de son histoire. À l'origine c'était une tour gauloise. Oui, là il faut quand même un peu d'imagination, mais il faut imaginer qu'à cet endroit-là, les Gaulois, il y a très très longtemps, peut-être 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, ils ont fait une grande tour en pierre sèche. C'est un signal en fait, c'était pour montrer qu'au pied de cette colline, il y avait donc ce sanctuaire dont on a parlé. Puis après les Romains sont venus, ils ont habillé la tour gauloise, ils ne l'ont pas détruite, hein, ils l'ont habillée de la manière romaine. Ils l'ont agrandie en quelque sorte. Ils l'ont agrandie, la base est plus grande, elle va être plus haute, encore plus haute qu'elle l'est aujourd'hui. Puis même au sommet, il faudrait imaginer donc cette grande statue d'Auguste, qui avait probablement une statue en bronze doré. Elle est très symbolique cette tour finalement, elle est gallo-romaine, c'est un noyau gaulois avec un habillage romain. Vous n'avez pas prévu d'escalator à l'époque? Pas vraiment, de toute façon, à l'époque, on n'aurait même pas pu être là. Parce qu'il faut imaginer la tour gauloise, cette grande tour de pierre sèche, dans cette cavité, et la tour romaine autour. Mais en fait, il y avait un trésor ici. Et alors le trésor, ils l'ont trouvé? En fait, on a pensé qu'il y avait un trésor. C'est à l'époque d'Henri IV, hein, il y a un Nîmois, Troca, qui avait lu Nostradamus, et dans Nostradamus, il a cru comprendre qu'il y avait un trésor d'or et d'argent dans la Tourmagne. Alors il va demander au roi l'autorisation de tout vider. Henri IV en disant, bon allez, 50-50, on fait comme ça, ça marche. Ils ont trouvé un petit compromis. Ils ont trouvé un compromis, le roi n'avait pas beaucoup de risques. Il a tout vidé la Tourmagne, il a enlevé toute la tour gauloise, donc il a fait ce grand vide. Et il n'a pas trouvé de trésor, mais heureusement, la tour romaine, elle a tenu bon, elle est toujours là. Ce qui prouve qu'il construisait pour longtemps. Mais peut-être que le trésor est encore là, on peut le trouver. Peut-être, on va attendre la fermeture et on va commencer à creuser. C'est la plus belle vue de la ville. Ah, vue imprenable, hein, c'est une ville quand même qui a gardé les plus beaux monuments romains. En tout cas, c'est là où ils sont le mieux conservés. On voit l'amphithéâtre, on voit la maison carrée. Et puis si on voit un peu plus loin, on voit cette grande ligne droite, là, ce boulevard, qui c'est à peu près l'axe de la voie domitienne. Elle passait par là, cette grande voie qui allait des Pyrénées aux Alpes. Donc elle va directement sur le sanctuaire, parce que c'est important. Et après, elle oblique de ce côté-là, et elle va vers le Rhône. Elle va, donc c'est vraiment la voie qui était empruntée pendant des siècles par les Romains. Ce panorama, c'est quand même une incroyable source d'inspiration pour ton spectacle, par exemple, les grands jeux romains. Oui, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis pratiquement 10 ans. On fait chaque année, donc vers le fin avril, début mai, dans les arènes de Nîmes. En fait, c'est un spectacle, oui, mais c'est surtout aussi une reconstitution historique. On essaie d'imaginer comment ça se passait il y a presque 2000 ans, quand l'empereur Adrien est venu à Nîmes, on est en 122 après Jésus-Christ. Il y avait déjà les arènes de Nîmes qui étaient là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il y a encore des Romains à Nîmes. Donc c'est vraiment toi qui conduis, quoi. C'est pas du faux, quoi. Je croyais que c'était... Non, mais attends, on n'aurait jamais posé cette question à un homme. Admets-le. J'admets. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben je t'avais dit, il y a des Romains ici, on est sur la voie domitienne. Mais non, c'est une blague! Ah non, c'est des Romains. C'est pas une blague, c'est des Romains. Oh, vous vous êtes perdus! Oui, fatigué, on va faire une marche 15 km. On vous embarque. On prend ta marche, Allez. parce qu'arriver là volontiers. Ah, ça c'est pas, hein. Ah ben c'est normal, hein. Vive la Légion. Allez, c'est parti mon kiki! Et vous venez d'où, vous? On vient de Nîmes, on vient pas Ah, très loin. d'accord. Je crois que le combi est aussi ancien que vous. Elle me l'a déjà fait, ouais. Ah, à droite, à droite, à droite. C'est À bon, droite? voilà. Le petit chemin, oui. Oula, vas-y. Bienvenue là-bas. C'est extraordinaire cet endroit. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans le local de la Lorica Gemina, donc c'est mon association de reconstitution, et c'est un des piliers justement des grands jeux romains. Donc c'est vraiment
une association de bénévoles, de passionnés qui reconstitue très précisément pas mal d'éléments de la vie romaine, la Légion romaine, la vie civile, etc. C'est ce qu'on appelle l'histoire vivante, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en Europe. Et nous, on est donc une association très, très active à ce niveau-là, quoi. Et là, je vois les fameux légionnaires qu'on a pris en Alors stop. justement, mais je vais te confier à ton instructeur, Strabo. Voilà ta tenue de légionnaire. D'accord? On va poser ton casque et on va t'équiper avec la cotte de maille. Voilà. Faudrait ce menton légionnaire. Eh ben, te voilà Paris. Passe aux choses sérieuses. Légionnaire, ton pilote. Silence dans les rangs. Allez, Emilia. Voilà, là tu as un scutum. Donc c'est ton bouclier. Ça fait partie de ton équipement. Surtout, tu ne dois jamais t'en séparer. D'accord? C'est une arme et il te sert aussi à te protéger. Au fil du temps, tu apprendras qu'il a d'autres vertus. Tu peux t'allonger dessus, te couvrir quand il fait froid. Là, tu as un pilum. Il y a une partie métallique, une partie en bois. Celui-ci est fait, quand tu le lances, il se casse au milieu. D'accord? Donc dans les champs de bataille, en principe, il se cassait pour ne pas être réutilisé. Il ne sert qu'une fois. Tu en as deux. Une fois que tu as lancé tes deux pylônes, tu te sers de ton glaive. Tout ça doit se faire en un temps record. Oui, avec un équipement, comme tu as là, une cotte de maille. Qui n'est pas très pratique. C'est justement si, c'est une Non, mais question... on dirait pas comme ça, mais c'est très lourd en fait. Oui, Et ça gratte. tu verras qu'on s'habitue. Mais ça tient chaud. J'ai un peu froid aux pieds. Et ça va passer. Quand tu auras marché quelques kilomètres, tu verras. Tu lui montres Décimus. Décimus va lancer son pylône. Il faut que tu fasses la même chose. Tu vois le point de gravité, là, si tu l'as bien en main, et puis tu prends de l'élan et tu jettes. Attention derrière. Vas-y. Ok? Pas mal. Bouclier sert de balancier. Tu tues personne avec ça. Ah si, mais si, justement. Là, je peux te dire que s'il y a quelqu'un qui court, tu le transperces. Hein. Déjà, tu le prends trop loin. Avance sa main. Ah, voilà. Le tout, c'est de le lancer en parabole. D'accord? Même si tu vas pas très loin, c'est pas grave. Non, je veux faire comme à l'époque. Ah, d'accord. Merci. Comme à l'époque, elle a dit. Ah ben là c'est sûr qu'ils sont morts. Là, oui, à mon avis, oui. Là, ils sont morts de rire. Je veux plus voir ce sourire. Beaucoup de méchanceté. Comporte-toi en légionnaire. Ouais. Voilà, il fallait s'y mettre. Hein? Et ben après, tu te défends avec ton glaive. Voilà, C'est ça. c'est ça. Attends, mais je fais comment pour le sortir? Je te l'ai dit. Regarde, regarde Je ma peux le main, remettre. comme Ah oui. ça. Comme ça. Comme ça? D'accord? Tu tires vers le haut, droit. Et hop, D'accord, ok. faut que tu le sors du four complètement. Une fois que j'ai lancé le pylône, il faut que je sorte ça. Et là, regarde, devant, tu as la tenue d'un vrai légionnaire. Viens voir. Voilà, tu dois ressembler à ça. Alors, elle est prête pour les grands jours romains, là? Tu veux mon avis, sincère? Oui, sincèrement. Il y a encore du boulot. Ouais, bon, on va la garder alors. Oui, je pense. Tu restes avec nous, Émilie? Ah bah je veux bien, mais non, qu'est-ce que je raconte? Je veux pas, non. Pourquoi? C'était pas si dur. Hein. Si, c'était très dur. Moi j'ai encore de la route à faire avec mon combi. Hein. Bon, tu reviendras pour les grands jours romains alors. Je reviendrai alors, mais en tant que spectatrice. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, merci de nous Merci à avoir toi. pris en stop. Allez, un petit selfie avant de partir. Ah, vous êtes beau. Merci, Émilie. J'arrive dans les hauteurs de Nîmes, en pleine garrigue nîmoise. Ici, on trouve des oliviers absolument partout, et notamment dans les jardins. C'est le cas chez Jean-Claude, chez qui je vais, et qui va m'expliquer cette culture autour de l'olivier et cette tradition chez les Nîmois. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, Émilie. Merci de m'accueillir chez toi. Alors là, on se trouve en plein dans la garrigue nîmoise et on trouve des oliviers absolument partout. Absolument. C'est pas compliqué, il y a 12 000 parcelles comme ça
Sur chaque parcelle, il y a plus qu'un olivier, il y a plusieurs oliviers, peut-être 4, 5, 10, mais tu multiplies par 12 000. Donc le nord de la ville de Nîmes a une particularité, c'est d'avoir cette garrigue dans laquelle l'homme et la nature font bon ménage. Donc, regardez. Donc c'est habité, mais il y a beaucoup d'espaces naturels. Toi, Jean-Claude, tu as combien d'oliviers ici? J'en ai 80 sur ce terrain de 3000 m². Alors ici, on trouve des dizaines de milliers d'oliviers et pourtant, il a failli disparaître il y a une cinquantaine d'années. Une bonne partie ont disparu à cause du gel de 1956. Février 1956, 3 semaines à des températures de moins 10 degrés. Donc presque tous les oliviers ont gelé. La moitié des oliviers ont été déterrés par les agriculteurs, qui les ont remplacés par d'autres arbres fruitiers. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient chez les particuliers, qui n'étaient pas agriculteurs. Et donc ceux-là, ils sont repoussés petit à petit. Et les oliviers qu'on voit autour de nous, c'est des survivants. Vous avez des souches dont vous voyez qu'elles doivent avoir 200 ou 300 ans. Alors, regardez, ça a repoussé. Donc tous les oliviers ont la capacité à repousser. C'est rare qu'un olivier meure. C'est très rare. Il t'a fallu combien de temps pour ramasser tout ça? Ah, ça, c'est des heures et des heures de cueillette. L'olivier est un bel arbre, donc c'est pas désagréable de cueillir les olives. Demandez-le à Cocteau, demandez-le à Giono, demandez-le à Van Gogh. Et plus on attend, plus elles deviennent noires et plus elles ont d'huile. Noir, c'est de l'huile, vert, c'est de l'eau. Donc si on veut avoir de l'huile, autant attendre qu'elle soit noire. Donc ce moulin est associatif, il ne vend rien, il n'achète rien. Il accueille les olives des gens de Promolive. Allez, on y va. 16 kg 5. Ok, Ça veut donc- dire que si tout va bien, Arriver dans ces 2 litres. 2 litres. Allez, on apporte les olives dans l'arc des olives. Ah, il y a du monde qui a déposé ses olives. Plus d'une tonne d'œufs ce matin, on a ramassé. Uniquement ce matin, 1 tonne 2. Tu vois combien ça représente pour cueillir ça? Une Donc tonne les 2. olives sont là, maintenant l'huile, est-ce que vous voulez filtrer ou non filtrer? Nous, on dit aux gens ne filtrez pas. S'ils tiennent vraiment, on peut filtrer. Parce qu'ils sont habitués dans les magasins à avoir de l'huile d'olive très transparente. D'accord, qu'il n'y ait pas de dépôt en dessous. Il n'y a pas de dépôt, mais le dépôt est très bon. Il fait partie de la qualité de l'huile. Et bien alors, on ne filtre pas. Et je reviens quand? Et vous revenez cet après-midi. Bon, avant de partir, je jetterai bien un coup d'œil au moulin. Vous connaissez forcément le jean de Nîmes en un seul mot. Eh bien, figurez-vous que la toile de Nîmes, qui a servi à créer les premiers jeans, vient de Nîmes, de la ville de Nîmes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'atelier, sauf un seul, celui de Guillaume et Anthony, et ils ont décidé de relancer cette tradition autour du tissu à Nîmes. Salut! T'es revenu complètement aux méthodes traditionnelles. Alors exact, ça c'est un vieux métier à tisser, ça a été fabriqué donc sur des anciens plans. Et c'est ce qui nous permet de nous réapproprier un petit peu le savoir-faire du tissage de la toile. Alors là en fait, ce que je fais, c'est que je fabrique l'ancêtre du denim qu'on connaît actuellement, la toile de Nîmes, c'est le serger. Et donc ça c'est pour faire des tests, pour l'inclure plus tard sur notre collection. Donc là j'ai une navette. C'est la navette qui sert à placer le fil de trame au travers du fil de chaîne. Le fil de chaîne, c'est celui qui est bleu. Et là, tu as les pédales, juste en bas. On appuie sur une pelle au milieu, ça lève les cadres. Et donc, ça permet en fait de laisser passer un trou. Et on y fait passer la navette. Donc cette navette, hop, on la refait venir là. Tire sur le fil. Et on tire ici. Et là, ça vient de rentrer. Alors moi, ce que j'ai vraiment voulu, c'était acquérir le savoir-faire de base. Savoir déjà tisser sur un métier de tisser mécanique, à bras, et ensuite, après, pouvoir tisser sur un métier automatique.
C'est notre but, c'est vraiment de pouvoir réintroduire des métiers à tisser automatiques ici à Nîmes. Nîmes, c'était la 3e ville la plus importante au niveau du textile au XVIIe siècle en France. Et refaire revivre un patrimoine local qui s'est perdu et qui est important aussi aux yeux des gens, parce qu'il y a beaucoup de Nîmois, dès qu'ils partent à l'étranger, aiment bien dire bah, tiens, le de Nîmes, ça vient de Nîmes. Et nous, ce qu'on voulait, c'était recréer et puis redonner vraiment quelque chose de plus actuel au de Nîmes. Je peux essayer? Oui, en fait, tu l'as fait passer en travers, en diagonale. Exact, ouais. Et là, ça met le fil. Et ensuite, après, tu fais au fur et à mesure avec chacune des pédales. Moi, ça me prend à peu près, pour tisser 1 mètre, il me faut une journée de travail effectif. Après, je passe pas toute la journée dessus. Il faut de la patience. Il faut de la patience et beaucoup de passion. Et comment est-ce qu'on passe de cette toile à un jeans? Alors ça, je te propose de passer à côté, je vais te montrer. Là, je vois une toile. C'est ce qu'on essayait de fabriquer à côté. Exactement. Donc ça, c'est une toile moi, qui m'a pris 2 jours à peu près pour tisser. Donc ça, c'est vraiment la toile de Nîmes qu'on fabrique de façon artisanale. Pour l'instant, on l'utilise uniquement par morceaux sur nos pantalons. La toile de Nîmes, ça a été anglicisé en de Nîmes, sans le E et le S de la ville de Nîmes. La majorité des de Nîmes, c'est fabriqué soit en Turquie, soit au Pakistan, soit en Inde, soit au Maghreb. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'actuellement, on utilise une toile qui vient d'Italie. Donc pourquoi l'Italie? C'est parce que c'est avec le Japon, c'est un des 2 meilleurs pays qui fabriquent le de Nîmes au monde. On utilise les patrons pour pouvoir découper les pantalons. Donc il faut à peu près 2,60 m de toile pour faire un pantalon. Donc vous n'avez pas encore les machines nécessaires pour pouvoir fabriquer votre propre tissu? Non, exact. Notre objectif, c'est de réimporter des métiers à tisser pour pouvoir les remettre à Nîmes et retisser cette toile ici. Pour pouvoir un jour fabriquer votre jean de A à Z ici, en fait. Exactement. Et dis-moi, j'avais entendu dire que Lévi-Strauss aurait utilisé la toile de Nîmes pour faire un de ses jeans. Dans nos recherches, on a trouvé quelques petites brochures de chez Lévis, qui datent des années 50, qui spécifient effectivement que la toile de Nîmes vient de Nîmes, a été fabriquée dans le sud de la France. Dans l'histoire, Lévi-Strauss, c'était un quincaillier, il vendait toutes sortes de babioles, et on vendait surtout des toiles pour les bâches des chariots. Et quand il est arrivé à San Francisco, il s'est retrouvé avec tout un stock de toiles qu'il n'avait pas réussi à vendre. Donc il a eu l'idée de prendre ces toiles, de les donner à quelques tailleurs locaux, et ces tailleurs ont fabriqué les premiers pantalons. Sauf que bon, ils se sont aperçus rapidement que c'était des pantalons qui étaient inconfortables. Et c'est pour ça qu'ils s'est tourné vers une toile de Nîmes. Il faut vraiment mettre le patron le plus proche possible de la lisière. Et cette lisière, vraiment, on la conservera ici après. Ce qu'il faut, c'est le découper en 2 fois. Donc de dos, forcément. Ensuite, après, tu viens ici. Pas mal. Et là, voilà, il suffit juste après de suivre les traits. Je termine? Non. Non. C'est mon jean. Oh mince. Bon. Il aura l'entrejambe un peu serré. Hein. Ouais. Je suis de retour au moulin, on va voir si mon huile est prête. C'était ça? Tout ça, non? Oui, je pense que c'était ça. J'ai peut-être pas ramassé assez d'olives. Vous avez ramassé combien d'olives, madame? 14 kilos. 14 kilos, 1,27 litre. Elles sentent bon aussi parce que tu as demandé de ne pas la filtrer, ce qui fait qu'il y a encore de la pulpe à l'intérieur qui sent vraiment l'olive. Ça Ouais. sent Ah oui, l'olive. non, mais ça sent l'olivier, ça sent le sud. Voilà, le sud. C'est déjà la fin de cette émission. Moi, je vais profiter un petit peu de la garrigue nîmoise et de ses oliviers. Mais je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles découvertes au sud. Qu'est-ce que c'est bon.